J'ai un réel plaisir de vous présenter la grande édition de ce soir, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Après les affrontements entre les éléments des forces de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23 à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, une grande partie de la ville de Goma est plongée dans le noir. Depuis la soirée de lundi 6 novembre 2023, la société Virunga Energy, desservant en électricité la ville de Goma, dit ne pas être en mesure de rétablir l'électricité à l'heure actuelle. Les premières discussions pour une candidature commune de l'opposition annoncées en début de semaine prochaine, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayulu, Augustin Matata, Franck Diongo et Denis Mukwege envisagent une rencontre en Afrique du Sud afin de discuter sur cette problématique. Et puis, lever de la grève des infirmiers sur toute l'étendue du territoire national, c'est ce qu'annonçait Anakle Chisso, secrétaire général de la Solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solsico. Dans un arrêté portant suspension de cette mesure, les personnels soignants revendiquaient l'alignement dans la liste de pays de nouvelles unités, la paye complémentaire des primes de risque, l'avancement en grade. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Je reviens sur ce que j'ai dit au sommaire. Les récents affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 perturbent gravement l'approvisionnement en électricité dans la ville de Goma qui est plongée dans le noir. Cette situation ne sera pas sans conséquences, surtout pour les hôpitaux et d'autres services dans cette partie du pays. Et regardez. Les affrontements en cours entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le rebelle du M23 perturbent gravement l'approvisionnement en électricité dans la ville de Goma. Cette situation a des conséquences humanitaires importantes, notamment la mise hors service de pompes d'eau courante dans certaines zones de la ville et l'impact sur l'éclairage public et les hôpitaux, mettant potentiellement en danger de vie. La société Virunga Energy, un des principaux fournisseurs d'électricité de la région, a déclaré qu'elle était dans l'incapacité de rétablir l'électricité en raison de la proximité des affrontements. Les équipes de la société n'ont pas encore pu accéder aux zones endommagées par le combat. Cette situation soulève de sérieuses préoccupations quant à la fourniture d'électricité aux hôpitaux, mettant en danger le vie des patients. Les combats ont repris jeudi dans la région de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, causant des détonations d'armes lourdes entendues dans divers quartiers de la ville. Les FARDC ripostent aux nouvelles attaques lancées par le rebelle du M23 RDF. Cette coupure d'électricité ainsi que la situation précaire résultant de combats accentuent les difficultés déjà importantes auxquelles est confrontée la population de Goma, dont de nombreux habitants sont en déplacement interne cherchant refuge dans la ville. Présidentielle de décembre 2023, les premières discussions pour une candidature commune de l'opposition annoncées en début de semaine prochaine. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayulu, Augustin Matata, Franck Diongo et Denis Mukwege prévoient de se retrouver à ce sujet en Afrique du Sud. Explication dans cet élément. Regardez. Le compte à rebours a commencé pour l'opposition à moins de 2 semaines du début de la campagne électorale. Le temps est arrivé donc de réfléchir sur l'hypothèse de la désignation d'une candidature commune de l'opposition, comme ce fut le cas avant l'élection de 2018 au cours des assises de Genève sous l'égide d'Alandos, ancien numéro 1 de la MONUSCO. En fait, la question que l'on se pose est de savoir si, cette fois, l'opposition congolaise réussira-t-elle à se choisir un candidat commun jusqu'au bout. C'est la grande interrogation à moins de 2 semaines du début d'effectif de la campagne électorale. Selon certaines révélations des médias étrangers, il est prévu en début de la semaine prochaine, sous l'égide d'une ONG sud-africaine, la In Transformation Initiative ETI, un dialogue préparatoire dans le cadre de la préparation des prochaines élections. Selon les termes proposés par l'ONG aux participants, les discussions permettant d'explorer les possibilités de collaboration entre l'opposition. Cela peut impliquer entre autres la possibilité d'avoir à la fois un candidat commun et une plateforme électorale commune.
Le format de ce dialogue doit avoir lieu en 2 temps. Une réunion doit tout d'abord se tenir en Afrique du Sud entre les 2 délégués de chacun des candidats sollicités et engagés dans ce processus. L'idée étant, dans la foulée de ce conclave censé durer 3 jours, de réunir les candidats en personne pour trancher les options retenues préalablement par leur lieutenant. Parmi les candidats attendus, on cite déjà Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Délice Sanga, Denis Mukwege et Matata Pognon Mapon. Entre-temps, le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste définitive des candidats présidents de la République, quelques jours après les arrêts de la Cour constitutionnelle qui ramènent à 26 le nombre des postulants. Si le président sortant Félix Tshisekedi est assuré d'un large soutien au sein de l'Union sacrée de la nation, notamment celui de poids lourds comme Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe ou encore Bahati Lukwebo, l'opposition, elle, avance encore en ordre dispersé. Et dans ce même chapitre, la société civile du Haut-Katanga dénonce ce qu'elle appelle grande mafia au sein des institutions publiques. Elle fait référence à la violation de la loi électorale par certains mandataires publics. D'après son message d'alerte, la quasi-totalité des mandataires publics candidats aux prochaines élections n'ont pas déposé leur lettre de démission ou de demande de mise en disponibilité. Les acteurs de la société civile réunis au sein du cadre de concertation comptent mener plusieurs actions visant la publication de la liste nominale des candidats récalcitrants. Regardez. C'est à travers un message d'alerte diffusé essentiellement sur les réseaux sociaux que la société civile du Haut-Katanga dénonce avec la dernière énergie la violation de la loi électorale par la quasi-totalité des fonctionnaires et mandateurs publics candidats aux élections du 20 décembre. Elle exige aux candidats concernés de quitter leurs fonctions faute de qualité pour continuer à gérer les affaires de l'État. Bertin Chose, initiateur de cette alerte et responsable de la thématique sécurité et paix au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Nous avons appelé à toutes les autorités qui ont introduit et qui n'ont pas introduit leurs lettres de démission ainsi que de la mise à disponibilité de cesser d'engager l'État congolais. Parce que tout simplement, ils seront poursuivables selon la loi. Cependant, sur le terrain, ces candidats alignés sur les différentes listes aux prochaines élections sont encore à leur poste de travail. La société civile appelle aux actions de dénonciation à la justice contre ces fonctionnaires de l'État et mandataires publics. Tout fonctionnaire de l'État, notamment qui est régi par les statuts d'agent de carrière et de fonction ou fonctionnaire, devait à ce stade ou à ce stade actuel, devait déjà solliciter la mise en disponibilité afin de ne pas tomber dans les conflits d'intérêts ou de ne pas utiliser les moyens de l'État pour battre campagne parce à la violation de la loi électorale, mais également aussi de tout ce qui est principe régissant l'administration publique. Mais ce qui est étonnant, raison pour laquelle la société civile a fait cette alerte, parce que nous constatons que ceux-là qui ont les mandats publics, ceux qui sont les gestionnaires actifs ne l'ont pas encore déposé et nous présumons qu'ils utilisent les moyens de l'État et là on viole la loi électorale et heureusement avec les innovations de la loi électorale, il faudra maintenant les challengers de ces candidats puissent documenter tous ces cas et aller solliciter l'invalidation. Selon l'article 10 de la loi électorale alinéa 5, 6, 7, 8 et 9 du 9 mars 2006, modifié et complété à ce jour, les fonctionnaires, le mandateur actif, le magistrat, le policier, le militaire et le membre de la Commission électorale nationale indépendante sont obligés de déposer leur lettre de démission ou des demandes de mise en disponibilité, sinon sous peine d'être invalidés. Il ne faut pas dire que c'est un concurrent qui met les bâtons dans les roues. Même s'ils doivent aller et qu'on ne fait pas attention ou on ne respecte pas la loi, si jamais ils sont élus et qu'on arrivait à démontrer qu'ils n'ont pas de lettre de mission avec accusé de réception où il fallait déposer, à leur attache de service, les mandataires, les policiers, les militaires, certains membres de la CENI, tous ceux-là, même élus,
ils ne sont pas élus. Et pour certains, on peut même considérer comme une désertion. Pour l'heure, la société civile du Haut-Katanga compte dans les jours à venir dénoncer en dressant la liste nominale des candidats n'ayant pas déposé leur lettre de démission ou de demande de mise en disponibilité avant le dépôt de leur candidature. Pourtant, dans une correspondance du 27 septembre 2023, la ministre du Portefeuille avait constaté qu'aucune démission émanant des mandateurs ne lui avait été notifiée et avait demandé aux concernés de lui faire parvenir leur démission avant le 30 septembre 2023. Terminons avec ce chapitre. Les Congolais sont appelés aux urnes le 20 décembre prochain. Ils vont élire un président de la République, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers municipaux. Dans cette course électorale, plusieurs personnes à mobilité réduite s'y sont lancées, à l'exemple de Michel Moulamba, qui est candidat au municipal. Les détails dans cet élément. À Kinshasa, les personnes vivant avec handicap sont encore victimes de discrimination. Elles sont considérées comme des êtres humains différents des autres. Malgré cela, plusieurs personnes handicapées se sont portées candidates aux élections à plusieurs niveaux. Michel Moulamba s'est présenté aux élections municipales. Il estime que son handicap physique n'est pas un obstacle. Le handicap ne devient obstacle que lorsque l'environnement n'est pas adapté à la personne. L'environnement, c'est quoi? C'est d'abord la famille. Lorsque la famille accompagne valablement l'enfant qui est handicapé, le quartier, la société en général va accepter cet enfant et cet enfant aura toutes les possibilités de s'épanouir. Donc une personne handicapée, c'est une personne à part entière. Ce n'est pas une personne entièrement à part. Informaticien de formation, Michel est un homme courageux. Son courage l'a amené à se porter candidat. Mais ce courage n'est pas donné à tous. Nombreux sont ceux qui vivent encore dans la résignation. Elle reste victime de discrimination de tout genre. Michel Moulamba dirige la coalition des organisations des personnes handicapées. C'est pour la commune de Ngaba qu'il veut devenir conseiller municipal dans l'objectif de diriger cette municipalité demain. Kinshasa, c'est une ville vraiment inaccessible aux personnes handicapées. Et vous voyez, les personnes handicapées ont beaucoup de difficultés pour circuler. Et la commune de Ngaba, une commune urbano-rurale, qui pose de sérieux problèmes en ce qui concerne l'accessibilité, la mobilité des personnes handicapées en général. Et voilà, l'objectif principal de ma candidature, c'est de trouver des voies et moyens, surtout avec les partenaires qui nous ont toujours appuyés, comment rendre Ngaba accessible. Dans la plateforme qu'il dirige, de nombreuses personnes handicapées sont candidates comme lui. Et autre chapitre à présent, quelles sont les perspectives économiques régionales des pays de l'Afrique subsaharienne d'ici à l'horizon 2024? Tel est l'intitulé du rapport qui a été présenté lundi 6 novembre 2023 par le Fonds monétaire international FMI dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hôtel, conviés pour la circonstance solennelle plusieurs personnalités nationales et étrangères, dont plus particulièrement le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi, sa vice-ministre Onej Nsele, ainsi que plusieurs ambassadeurs et experts du secteur des finances. Images et commentaires. Selon la présentation du rapport par le chef des études régionales pour l'Afrique au FMI, Luc Hérault, sur les perspectives régionales des pays de l'Afrique subsaharienne d'ici l'an 2024, au sortir de la pandémie de Covid-19, plusieurs pays ont subi les effets du ralentissement de l'économie mondiale, de l'inflation planétaire, du renchérissement des emprunts et d'une crise du coût de la vie. Pour se relancer et récupérer le terrain perdu après 4 années de crise économique, il a donc fallu, suivant des analyses effectuées et des données rapportées par le chef des études régionales pour l'Afrique au FMI, créer des marges de manœuvre supplémentaires pour répondre de toute urgence aux besoins de développement de la région des pays subsahariens. La situation budgétaire. Ici, la RDC est dans une situation un peu plus favorable que les autres pays de la région où la dette
est très importante dans les pays d'Afrique subsaharienne en moyenne, mais dans le cas de la RDC, la dette en fait est très faible. Donc ça laisse des marges de manœuvre et ça permet aussi peut-être à un moment donné de financer des dépenses d'investissement, de développement et d'avoir un peu plus de flexibilité que d'autres pays. Du panel organisé avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour le compte du gouvernement et du secteur public, Madame Chantal Kaninda, présidente de Glencore pour le secteur privé, Monsieur Luc Hérault du FMI à Washington et Gabriel Léost, représentant résident FMI pour la RDC, plusieurs cas de figure ont été examinés et évalués pour conforter tous les soubassements indispensables aux divers partenariats susceptibles d'harmoniser toutes les bonnes volontés. L'intérêt, je pense, de ce rapport, justement, c'est que c'est un rapport régional et donc il permet d'évaluer tous les défis de la RDC à l'aune de cet environnement régional, de se rendre compte parmi les défis de la RDC, que ce soit en termes budgétaires, que ce soit en termes monétaires, que ce soit en termes de gouvernance, quels sont les défis qui sont propres à la RDC et quels sont les défis qu'on trouve dans d'autres pays. Si certains pays de l'Afrique subsaharienne, cas de la RDC, ont tissé des liens économiques généralement bénéfiques avec la Chine, bailleur de fonds de premier plan et une source considérable d'investissements directs étrangers au cours des 20 dernières années, il convient de rectifier cette politique, tant pour les pays qui possèdent des ressources naturelles comme la RDC et diversifier son économie qui est plus du domaine extractif, donc minier. Je dirais par rapport aux questions régionales, je mettrais la RDC dans le contexte régional. La RDC, je dirais, est un peu différente des autres pays. D'abord à cause du fait qu'elle a des minerais et notamment des minerais critiques pour la transition énergétique. Donc ça lui donne des nouvelles opportunités. Et donc ces opportunités doivent être saisies par le pays. Et d'ailleurs elles sont saisies puisque la croissance est très élevée cette année. Et c'est une opportunité très importante pour le futur du pays. Actuellement, la RDC, en vertu de la conclusion avec le Fonds monétaire international de la 5e revue dans le cadre du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit, attend de bénéficier amplement de l'appui financier de l'Institut de Bretton Woods d'ici mi-décembre 2023 pour un montant total d'environ 1,52 milliard de dollars. Alors nous sommes raisonnablement optimistes. Si vous suivez un petit peu on vient de publier dans le cadre de la 5e revue du programme économique du gouvernement qui est soutenu par ce qu'on appelle la FEC, la Facilité élargie de crédit, un communiqué qui montre les derniers développements économiques et les prévisions pour la RDC qui sont encourageants. Malgré tous les défis qu'on connaît bien, les chocs externes, mais aussi les chocs internes avec ce qui se passe encore à l'Est, malheureusement, l'insécurité, et puis aussi les incertitudes qui sont pour le coup normales, mais qui existent avec la préparation des élections. Une fois cet appoint en financement acquis de la part du FMI, cela permettra pour le gouvernement congolais de pouvoir alimenter ses réserves en devises, poursuivre les réformes structurelles envisagées et mettre en œuvre avec austérité des politiques économiques ambitieuses en vue d'une croissance et une résilience plus solides. Et changeons de chapitre pour parler santé cette fois-ci. C'est parti pour la semaine de la mère et de l'enfant en République démocratique du Congo. Cette semaine vise à sensibiliser et lever des fonds pour réduire la mortalité maternelle et néonatale élevée en RDC. Le gouvernement congolais et ses partenaires dans l'UNFPA promettent de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale estimé à 547 pour 100 000 naissances vivantes. Pour y arriver, les autorités ont pris l'engagement d'étendre la gratuité de la maternité, premier paquet et de la couverture santé universelle sur toute l'étendue du pays. Suivez. Le coup d'envoi de cette semaine de la mère et de l'enfant a été donné par le ministre de la Santé publique, Roger Kamba. Il l'a fait en présence de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, marraine de l'événement. Cette période de sensibilisation court du 6 au 10 novembre courant. En l'instaurant, les initiateurs visent à sensibiliser le public sur la mortalité maternelle et néonatale élevée au pays. La République démocratique du Congo est l'un des pays où les taux de mortalité maternelle et néonatale est élevé. Selon les estimations des Nations Unies de 2021, à chaque heure, 3 femmes meurent en RDC. Au courant d'une même journée, 72 femmes décèdent en donnant la vie alors que ces décès sont évitables. Roger Kamba est ministre de la Santé publique. Il explique les avantages de la politique sanitaire du gouvernement. Et comme nous nous sommes engagés au niveau du ministère de la Santé
avant la fin de l'année, ce paquet sera effectif dans la moitié des provinces du pays, c'est-à-dire 13 provinces. Nous permettrons que nos mamans, à partir du moment où elles accèdent au diagnostic de grossesse, accèdent aussi aux soins de santé, quelle qu'en soit la cause et quels qu'en soient les besoins. C'est pour cela que le président de la République a ordonné que le paquet soit couvert de manière annuelle et de manière immédiate. Nous avons donc reçu du ministère des Finances le paquet, les fonds nécessaires pour couvrir une année pour la ville-province de Kinshasa. Le partenaire du gouvernement congolais regroupé au sein de H6, à savoir l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA, l'ONU Femmes, l'ONU-SDA, Banque mondiale, tiennent à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour atteindre l'objectif 3 des objectifs du développement durable, ODD, qui consiste à réduire cette mortalité d'ici 2030. Le but du partenariat H6 est de tirer profit des forces collectives et des avantages et capacités complémentaires de chacune de ces organisations membres afin de soutenir les pays à fort taux de mortalité et de morbidité maternelle, infantile et adolescente dans leurs efforts pour améliorer la survie, la santé et le bien-être de chaque femme, chaque nouveau-né, chaque enfant et chaque adolescent. Est-il admissible, aujourd'hui encore, que les femmes constituant la moitié ou même plus de la population soient en train de mourir en donnant naissance à l'autre moitié? Le sage-femme, actrice de santé importante dans l'accouchement, contribue énormément dans la réduction de la mortalité maternelle. La sage-femme prend en charge la femme pour voir est-ce que c'est le moment pour elle d'avoir une grossesse ou pas. Dès qu'elle a une grossesse, la sage-femme suit la grossesse de près pour voir est-ce que la grossesse évolue normalement. Est-ce qu'il y a des signes de danger? Quand il y a des signes de danger, la sage-femme prend la femme en charge pour que la femme puisse être en bonne santé afin qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Si la femme est arrivée au moment où il faut accoucher, elle est toujours entre les mains de la sage-femme qui va bien conduire son travail d'accouchement jusqu'au moment de l'accouchement pour que la femme puisse avoir son enfant en restant en bonne santé, que l'enfant puisse naître aussi en bonne santé. Pendant cette semaine, beaucoup d'activités sont prévues. Les services de planification familiale seront offerts aux femmes, les jeunes seront sensibilisés sur les grossesses et accouchements précoces, la table ronde sur la situation de la mère et du nouveau-né. Autre lieu, autre secteur, la RDC vient de se doter d'une nouvelle usine de production d'oxygène à usage médical. Cette usine se trouve à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Elle a été inaugurée par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen. C'est à l'hôpital Bonzola de la Miba que cette unité de production est installée. Elle a une capacité de production de 2500 litres d'oxygène en 8 heures. Regardez. L'installation de cette centrale de production de l'oxygène médical dans la province du Kasaï oriental est le résultat d'intenses travaux entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'organisation non gouvernementale Clinton Health Access Initiative. L'objectif est de répondre aux besoins pressants en oxygène qui se présentent dans différents hôpitaux de la province. Le chef de division provinciale de la santé, Dr Bonheur Chitekou, a indiqué que la pandémie de Covid-19 a révélé mondialement les faiblesses du système de santé par rapport à la disponibilité et accessibilité de l'oxygène médical. Au Kasaï oriental, l'analyse situationnelle réalisée sur demande du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës en avril 2020, en pleine pandémie de Covid-19, avait révélé que toute notre province n'avait que 14 concentrateurs d'oxygène dans seulement 5 établissements de soins, parmi lesquels 3 en panne, et n'avait aucune usine de production
de l'oxygène. Le directeur pays de CHAI a indiqué qu'avec la Covid-19, le monde a pris conscience que l'oxygène, c'est la vie, tout en démontrant que selon la littérature médicale, l'être humain a peur de rester plusieurs jours sans boire de l'eau, tandis que privé d'oxygène, l'être humain ne peut tenir que 3 minutes seulement. À ces jours, après plusieurs mois de travail intense et de dur labeur, ce projet d'usine de production d'oxygène gazé à usage médical arrive à son terme. Et l'honneur me soit en ces jours, à ma qualité de directeur pays de la Clinton Health Access Initiative, de procéder à la remise de cette unité de production gazée à usage médical au niveau de la province du Kasaï oriental. Je voudrais donc prier la population tout entière du Kasaï oriental à veiller sur cette usine. C'est un bijou que même certains centres à Kinshasa n'ont pas. Madame la gouverneure, je suis content que vous soyez vous-même personnel de santé. J'ai suivi à travers les chansons ce que vous faites pour cette population. Je voudrais qu'en tant que personnel de santé, vous veillez et que la population et tout le personnel de l'hôpital, mais pas seulement de l'hôpital de la province de Kasaï oriental, qu'ils puissent veiller sur cette usine de production. Cette usine vient en appui à la couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Au Kasaï oriental, l'analyse situationnelle réalisée sur demande du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, a révélé que dans la province, lors de la Covid-19, il n'y avait que 14 concentrateurs d'oxygène dans seulement 5 établissements, parmi lesquels 3 en panne et qui n'avait aucune usine de production d'oxygène. Revenons donc à Kinshasa, levée de la grève des infirmiers sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'a annoncé Anaclé Chisso, secrétaire général de la solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solsico, dans un arrêté portant suspension de cette mesure. Pour rappel, les personnels soignants revendiquaient l'alignement dans la liste de pays des nouvelles unités, la paie complémentaire des primes de risque, l'avancement en grade. Écoutons Anaclé Chisso. Il a été joint au téléphone par Jocelyne Massiala. Chers camarades infirmiers, après 2 mois de la grève des infirmiers et administratifs de la santé décrétée sur toute l'étendue de la République, nous avons tenu le 3 novembre dernier à la clinique Ngaliema une assemblée générale de restitution de la grève à laquelle ont pris part plusieurs structures sanitaires de la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette assemblée générale, nous avons rappelé les points de revendication prioritaires ci-après. 1. La paye complémentaire de la prime de risque. 2. L'alignement à la prime de risque au T2 et T3, soit 6 000 infirmiers proposés sur l'ensemble des 11 000 agents du ministère de la Santé. 3. L'admission sous statut de 43 000 infirmiers travaillant pendant plusieurs années sans numéro matricule. 4. L'avancement en grade. Le résultat obtenu a été livré aux participants présents à l'Assemblée générale. Et les indicateurs objectivement vérifiables sont les suivants. 1. La paie complémentaire est en train de se dérouler présentement dans les banques sur toute l'étendue de la République. 2. Les listings de paie pour l'alignement à la prime de risque des nouvelles unités sont disponibles et les AID seront incessamment rendus. 3. L'arrêté d'admission sous statut des 11 000 infirmiers sur les 43 000 a été signé. L'autre arrêté des 33 000 est en cours de signature par le ministre de la fonction publique. 4 à 5 grades ont été attribués à chaque infirmier matriculé et le fichier est disponible à la fonction publique pour un arrêté par le ministre de la Santé. Ministre de la fonction publique. Ce résultat a permis aux infirmiers présents à l'Assemblée générale de se prononcer pour la suspension de la grève et de la reprise du service de ce lundi 11 novembre 2023 sur l'ensemble du pays. Les secrétaires généraux des syndicats des infirmiers ont été chargés du suivi des arrêtés en cours de signature à la fonction publique. Les syndicats des infirmiers remercient tous leurs militants et militantes
pour le respect du mot d'ordre de la grève qui a été strictement observé en dépit de quelques dérapages observés ci et là. Les syndicats restent attachés aux principes sacro-saints qui régissent toutes les négociations et restent confiants à tous leurs membres qui ne trahiront jamais. Ensemble pour la victoire, Anaklé Chisso, secrétaire général de la Solchico. Et terminons en société, la commune de Ngaba, située au centre de la ville de Kinshasa, connaît plusieurs problèmes liés à la vie sociale de sa population. Cette municipalité très peuplée est confrontée à l'insécurité, l'enclavement ainsi que le manque de l'électricité. Pour ne citer que cela, la population appelle la bonne volonté des autorités pour résoudre au plus vite cette situation. Suivez. La population de la commune d'Engaba, précisément sur les avenues Kaemba, éprouve d'énormes difficultés, surtout en cette période pluvieuse. Les avenues sont inondées, ainsi que les habitations. À cela s'ajoute l'insécurité causée par le manque d'électricité. Les riverains lancent un appel aux autorités. Nous avons besoin de l'éclairage public. Presque partout c'est éclairé, mais pas dans notre quartier. Plusieurs avenues dans la municipalité de Ngaba sont enclavées, pas de caniveau ni encore de pont ou passerelle pour relier certaines rues. Nous demandons des passerelles. Nous tombons ici sur l'avenue Kimbala. Les particuliers ont aidé la population avec de bois, de passerelles. Mais cela ne suffit pas. Nous, les femmes âgées, nous tombons parfois dans la boue après le retour du marché. C'est un appel à l'endroit des autorités, mais beaucoup plus pour le gouvernement provincial, présentement préoccupé pour leurs impayements et des indemnités de sortie. Ce journal est terminé. Je rappelle les titres avant de nous quitter. Après les affrontements entre les éléments des forces de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23 à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, une grande partie de la ville de Goma est plongée dans le noir. Depuis la soirée de lundi 6 novembre 2023, la société Virunga Energy, desservant en électricité la ville de Goma, dit ne pas être en mesure de rétablir l'électricité à l'heure actuelle. Les premières discussions pour une candidature commune de l'opposition annoncées en début de semaine prochaine, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayulu, Augustin Matata, Franck Diongo et Denis Mukwege envisagent une rencontre en Afrique du Sud afin de discuter sur cette problématique. Et puis, levée de la grève des infirmiers sur toute l'étendue du territoire national, c'est ce qu'annonçait Anaklé Chisso, secrétaire général de la Solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solchico. Dans un arrêté portant suspension de cette mesure, les personnels soignants revendiquaient l'alignement dans la liste de pays de nouvelles unités, la paye complémentaire des primes de risque, l'avancement en grade. Et voilà, ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.